Au sommaire d'On refait la tech, faut-il avoir peur de la 5G ? Rarement une innovation technologique aura déchaîné autant de polémiques. Inquiétude sanitaire d'abord, avec l'impact des ondes des réseaux 5G sur notre santé. Crainte sur l'environnement. Ensuite, les usages de la 5G et l'explosion des débits pourraient entraîner une augmentation de la consommation énergétique. Enfin, dernière peur, celle des opérateurs mobiles de rater le virage de la 5G. Quelles en seraient les conséquences ? La 5G va-t-elle vraiment changer nos vies ? Débat. Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle émission réalisée par l'équipe d'On refait le Mac. Ça s'appelle On refait la tech. Vous en avez l'habitude, c'est déjà le cinquième épisode. C'est le débat des grands enjeux de la tech. Et elle réunit la fine fleur de la presse couvrant ce domaine en France. Nos grandes voix de la tech a commencé en plateau à mes côtés par Emmanuel Paquet de l'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Ça va bien, Robert ? Parfait. Bon, la presse écrite, tu travailles toujours une fois par semaine parce que c'est hebdomadaire. Hein, c'est des blagues maintenant, entre journalistes. on est sur le web aussi, donc on est un quotidien. Tu fais donc un article par jour. Presque. On va arrêter là. À mes côtés, Guillaume Graléo, hebdomadaire de référence d'actualité du Point. Bonjour Guillaume, comment ça va ? Super, salut Olivier. En forme ? En pleine forme. Bon, vous avez beaucoup de travail ce mois-ci avec notamment les lanceurs de la 5G, c'est le thème du jour. Et notre spécialiste de la 5G, notre spécialiste télécom, la touche charme de cette émission. Il s'agit bien sûr d'Elsa Rombaron du Figaro. J'ai dit n'importe quoi, Elsa. T'as des trucs à te faire pardonner, je sais pas quoi, mais il faut qu'on en parle. Ça va, Elsa ? Enfin, je sais quoi, oui, ça va. Non. Alors, il nous arrive de commencer un peu en retard parfois cette émission, mais ça restera entre nous. Et le meilleur pour la fin, bien entendu, il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Ouais, il n'y a rien à faire, t'es toujours pas prêt pour le direct. Mais c'est un plaisir d'être là, ça va les amis ? Ça va bien. Allez les amis, on enchaîne justement tout de suite avec le sujet de cette émission spéciale consacrée intégralement à la 5G. La 5G, peur sanitaire, la 5G inquiète et effraie sur son impact sur la santé des Français une fois le réseau déployé. Rappelons que la Convention citoyenne pour le climat a ainsi demandé un moratoire sur le déploiement de la 5G. Le 13 septembre dernier, 68 élus ont signé une tribune dans le JDD pour relancer ce moratoire jusqu'à l'été 2021. Alors qu'est-ce qui change concrètement avec la 5G qui pourrait, je dirais, légitimer, c'est dur à dire, j'ai du mal, des inquiétudes d'ordre sanitaire ? Qui veut prendre la parole en premier ? Allez, en plateau, on va peut-être commencer avec Emmanuel. C'est gentil. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs interrogations au niveau de la santé. Le premier, c'est l'addition des fréquences à chaque fois et des nouvelles technologies. Parce qu'on a passé de la 2G, la 3G, la 4G, maintenant la 5G. Donc, puis on rajoute le Wi-Fi, le WiMAX, enfin voilà, des technologies réseau de plus en plus connues. Et donc les gens se disent, il y a un empilement de couches technologiques, de types de fréquences différentes pour chacune de ces technologies, qui crée en fait, au bout d'un moment, on se dit que forcément, on en capte, le corps en reçoit, et visiblement, ça pose question à certaines personnes de la population. Alors pourtant, la 5G, du moins pour les premiers déploiements, va pas grancher grand-chose sur les bandes de fréquences. Ça reste à peu près les mêmes que celles des générations précédentes, Guillaume. Oui, ça va être le cas, en tout cas au moins jusqu'à 2022, où là, on aura un vrai déploiement de 5G. On attend notamment les fréquences dites millimétriques. Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a eu énormément d'études qui ont été publiées, je crois autour de 20 000 dans le monde. En France, on attend le rapport définitif de l'ANSES, ça ne sera pas avant le premier trimestre 2021. Mais la voie de la sagesse, c'est de dire, et elle est d'ailleurs rejointe par les études de l'OMS, c'est que pour l'instant, aucune étude ne montre un effet néfaste sur la santé. C'est ce que dit par exemple un chercheur à Centrale Supélec, Joe Ovillard, un des spécialistes des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, on vit totalement avec. Ça peut être des ondes UV, ça peut être aussi des ondes du micro-ondes. Pour l'instant, il n'y a pas de danger, mais lui, il privilégie une approche que je trouve très sage, très intéressante. Il veut mettre en avant le principe d'attention, c'est-à-dire qu'il faut commencer à déployer et puis continuer à observer en permanence sans s'interdire aucune conclusion. Elsa, Cédric, en duplex, une réaction. On le disait, les fréquences sont à peu près les mêmes au début. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Elsa. 2,1, 1,8, 2,6, 800 MHz et 700 MHz. Donc a priori, les effets sont les mêmes que les générations de téléphonie mobile au début précédentes. C'est bien ça. Sauf que là, on parle de 3,5 GHz, c'est pas des précédentes qui pourront être utilisées pour la 5G, qui le sont déjà pour la 4G. Mais sur le sujet de la santé, moi, je vais laisser parler Cédric parce que c'est lui qui a la réponse que je préfère et je suis d'accord avec Cédric. Donc...
Ça y est, je peux siffler la fin de la récré. Vas-y. Bon, allons-y. C'est du pipeau. Le rapport de l'ANSES, il va rappeler l'état de la littérature existante. L'ANSES va pas vous faire une étude clinique, c'est grotesque. C'est un truc qui est fait pour rassurer les foules. Il y a plusieurs trucs. D'abord, les fréquences de la 5G, on les utilise déjà. Elles servent pour le WiMAX, elles servent pour de la boucle locale. Là, pour le coup, c'est moi qui parle sous le contrôle d'Elsa, mais c'est rien de nouveau. Le fait qu'on colle de la 5G dessus ne change absolument rien au problème, sinon qu'évidemment, on va l'utiliser plus. Mais sur les fréquences en général, parce qu'on entend à chaque fois, il y a des gens qui se sont amusés, qui sont allés rechercher des extraits de je ne sais qui nous sortaient la même chose. Souviens-toi sur le Wi-Fi dans les parcs publics. Moi, je me souviens avoir entendu des interviews en disant le Bluetooth c'est des ondes. Enfin, on est quand même dans la sornette totale. Surtout qu'on a maintenant quand même le recul de l'expérience. Ça fait quoi ? Ça fait 2-3 décennies maintenant qu'on a tous un téléphone mobile quasiment dans la poche. Enfin, que c'est devenu une véritable application grand public. Donc, en clair, 3 choses. La première, s'il y avait des effets massifs, reproductibles, etc., on aurait des études qui l'auraient constaté. Ça, on n'a pas. 2, les scientifiques qui étudient les ondes, parce que là aussi, on fait comme si c'était un livre blanc en disant il faut qu'on regarde que mais vous rigolez ou quoi ? Allez voir le site de l'ICNIRP. ICNIRP, c'est pas terrible comme nom. ICNIRP. C'est une ONG, je me souviens son nom, financée par les Nations Unies, dont le seul métier, c'est d'étudier les effets sanitaires des ondes non ionisantes. C'est exactement de ça qu'on parle. Ils existent depuis 74. Ils compilent toute la littérature. Toute la littérature nous dit non, ça fait rien. D'autant que les scientifiques dans le même temps nous disent honnêtement, s'il se passait quelque chose de bizarre, c'est-à-dire je sais pas des cancers, des trucs, on comprendrait pas parce qu'on ne connaît pas de mécanisme qui pourrait l'expliquer. Voilà, ça c'est le deuxième argument. Troisième argument, nous sommes des milliards à avoir des téléphones mobiles dans la poche partout, à les utiliser tout le temps. S'il devait y avoir des effets délétères sur la santé de manière décelable, on le verrait maintenant dans l'épidémiologie de ces maladies. Or, on ne le voit pas. Donc, en clair, jusqu'à ce que la science nous apporte un contre-argument, des études, des choses reproductibles, sérieuses et observables, et avec en plus une ampleur correspondant à celle de l'usage du téléphone aujourd'hui, on réouvrira le sujet. En attendant, c'est un truc qui est fait pour faire parler les bavards. En attendant, l'inquiétude porte plus, je dirais, sur les futures bandes de fréquences, les 26 GHz, où là, il n'y a pas eu d'étude d'impact et il suffirait d'en faire une. Il n'y a pas d'étude d'impact à faire sur 26 GHz. Faut arrêter de même susciter la discussion sur ce genre de truc. 26 GHz, c'est des ondes millimétriques. Qu'est-ce que ça veut dire millimétrique ? Ça veut dire que même si tu t'assieds sur l'antenne, je la fais un peu rapide, le rayonnement d'icelle n'ira pas plus au-delà du millimètre. En gros, c'est un truc qui, de toute façon, n'ira jamais au-delà de ton épiderme. C'est ça qu'on voilà. Clairement aux gens plus basses. Sur les gens comprennent pas, c'est que évidemment, si tu mets un rat dans un laboratoire et que tu le bombardes d'ondes avec une puissance qui est supérieure, parce qu'il y a quand même des lois et des règles qui sont appliquées supérieures aux normes autorisées, peut-être à bout d'un moment le rat se sentira mal, sachant qu'on n'a jamais réussi à le prouver sur l'humain. Il faut aussi savoir qu'il y a des normes maximum d'émission en termes de puissance et que en France, on émet au mieux à 10 fois moins que ces normes et au pire, et ça va jusqu'à 1000 fois moins que ces normes en puissance d'émission. Donc on est très très loin de ce que certains nous font croire en disant là on est dans un micro-ondes, on va tous mourir. Enfin, on n'est pas des gremlins. Alors pour revenir aux 26 GHz, c'est important d'être précis. Donc il sera vraiment la fréquence la plus nouvelle qui sera proposée par le déploiement de la 5G. Elle serait donc entre guillemets encore moins potentiellement nocive que les ondes précédentes, puisque vous l'avez compris, elle pénétrerait beaucoup moins le corps et s'arrêterait à l'épiderme, contrairement aux ondes précédentes. Une réaction en plateau, parce que je vois parfois faire un petit peu la moue, messieurs. Non, mais disons que l'ANSES dit que sur les ondes millimétriques, il n'y a aucune étude qui a été faite. Donc on est dans le vide, donc il faut quand même faire des études. Faire une, bien Exactement. Sûr. Ça coûte rien. Elles sont déjà utilisées, notamment dans les portiques des aéroports. Quand tu passes le portique, tu es déjà exposé à des ondes millimétriques. Alors certes, c'est ponctuel, tu passes le portique, voilà. Donc elles sont utilisées, mais c'est juste pour donner un cas d'usage de ce que sont aujourd'hui les ondes millimétriques et qu'elles existent déjà. Et troisième point, quand on regarde aujourd'hui un papier dans Nature qui est paru il n'y a pas très longtemps, donc une grande revue scientifique américaine, ils disent quand même il faut faire attention parce que on n'a quasiment aucun élément là-dessus. Et aujourd'hui, les ondes, effectivement, comme tu le dis, plus la fréquence est basse, plus les ondes pénètrent dans la peau. Plus on est sur des fréquences hautes, moins elles pénètrent dans la peau. Mais
En revanche, on est plus exposé au niveau des yeux, par exemple. Et donc, les chercheurs de Nature disent qu'il faut faire des études sur le fait que ces ondes s'arrêtent sur l'épiderme, et puis des choses comme l'œil, par exemple, qui sont directement en contact avec l'onde et l'arrêtent. Donc voilà, il y a quand même des études à faire. Donc moi, je balayerai pas aussi rapidement quand même les questionnements qui peuvent exister là-dessus. D'un revers de la main. Voilà, exactement. On vit vraiment, moi, c'est ça que j'ai adoré avec le temps que j'ai passé avec GeoVR, encore une fois, et qui est un des experts de l'organisme dont tu parlais, Cédric, c'est qu'on doit effectivement pas, expliquer tout ce que la 5G va nous apporter dans les entreprises. Je l'ai vu dans une usine Schneider il y a peu de temps près de Rouen. 2, un moratoire, je trouve ça idiot aujourd'hui parce que je pense que c'est bien d'expérimenter. Ceci dit, je trouve ce qui m'a gêné dans le débat sur les dernières semaines en France, c'est que des deux côtés, on prend les autres pour des idiots. Et l'attitude et l'expression, je trouve, de GeoVR, je la trouve très intelligente, dire un principe d'attention, parce que lui-même dit pour l'instant il n'y a absolument aucun danger, mais il dit c'est bien de continuer, et c'est plutôt que de dire il n'y aura jamais de danger, on ne sait pas en fait. Et puis bien sûr il y a des premiers travaux sur la 6G, enfin c'est pas vous, je vais apprendre ça, qui peuvent être intéressants. Et c'est plutôt, je trouve que c'est plus constructif d'avoir ce type d'approche plutôt que de balayer d'un revers de la main les éventuels dangers. Surtout qu'au-delà Non, mais attends. C'est-à-dire, il faut conclure. Il a C'est toi raison, qui m'as dit, Guillaume. restons pas trop longtemps sur la santé, souviens-toi. Ah bah écoute, c'est toi qui as voulu. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, l'existence même de l'ICNIRP en question devrait être, tu vois, devrait être l'introduction de toute explication sur le sujet. Or, moi, il a fallu que j'attende je sais pas combien de temps pour en apprendre l'existence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reparle de ces sujets, on a l'impression que personne ne travaille dessus, qu'il faut refaire tout de zéro, alors que non, c'est pas. Moi, je suis ravi que la 5G donne à certains politiques l'occasion d'exister, mais si tu veux, à un moment, il faut quand même, on peut avoir toutes les opinions qu'on veut, mais il faut quand même qu'on s'accorde sur les faits, quoi. Oui, et puis il y a quand même eu les opérateurs télécoms ont joué quand même aussi un rôle là-dessus, ont un peu soufflé sur les braises, notamment Martin Bouygues, voilà, qui a fait une tribune en disant il faut peut-être faire en sorte que on va reporter les échéances des enchères. Essayer de gagner du temps. Exactement. Donc ils ont sorti l'argument. Exactement. Donc même les opérateurs télécoms eux-mêmes ont dit quand même il y a un frémissement au niveau de la population, prenons le temps. Alors eux c'était pour d'autres choses, c'était pas pour la santé, c'est pour faire des économies, mais ils ont quand même utilisé cet argument-là. Donc je veux dire, c'est pas que les gens, il n'y a pas que des choses totalement irrationnelles, il y a des gens qui ont soufflé un peu sur ces braises. Alors surtout qu'Elsa, pour m'en dire avec toi, les opérateurs ou les fournisseurs de contenu ou les fournisseurs d'antennes ont des arguments pour montrer que potentiellement l'impact de la 5G serait moins important en matière d'ondes que les générations précédentes, parce que je crois que les nouveaux émetteurs vont diffuser différemment, si je ne me trompe pas, Elsa, mais je suis sûr que je ne me trompe pas. Je sais qu'en fait tu veux parler de beamforming. C'est ça. En fait, le rayonnement sera différent et sera moindre. Alors tu peux expliquer en quelques mots simples? C'est un peu différent aujourd'hui. Pour comprendre comment fonctionne une antenne, faut se mettre au bord d'un plan d'eau et jeter un caillou dedans, et le caillou ça fait un trou au milieu, puis les ondes font des grands cercles autour de l'antenne. Et demain avec donc ça arrose en gros tout ce qu'il y a autour. Avec la 5G, ça sera directionnel, ça sera comme un laser qui sera pointé vers un point. Donc en fait, les gens autour ou les objets autour, en fonction de ce qu'on veut cibler, ne seront plus dans ce entre guillemets bain d'ondes. Alors concrètement, auparavant, tu as montré qu'aujourd'hui, donc les ondes et les systèmes de transmission seraient plus directifs avec la 5G. Auparavant, sur la 4G, c'était plus comme un abat-jour, comme un parapluie, la diffusion. Donc elle était plus circulaire et forcément, on diffusait un peu en aveugle, quoi. Oui, alors c'est plus compliqué que ça parce que les ondes rebondissent aussi sur des éléments. Donc c'est pas simplement un parapluie comme ça. Ça rebondit, ça revient, ça repart. Mais bon, pour simplifier, effectivement, c'est un peu ça. Mais ça peut aussi aller dans le sens des gens qui ont peur de la 5G, parce qu'on va se dire qu'on est visé par l'antenne quand on a un terminal 5G. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle te vise et tu es directement dans la ligne de mire de l'antenne. Donc ça peut aussi alimenter de la paranoïa, en tout cas des interrogations. Pour répondre à la paranoïa de mon ami Emmanuel, ton téléphone qui est dans ta poche, il émet comme un sagouin en fait des petites émissions pour dire you, je suis là, petite antenne, trouve-moi. Et en fait avec la 5G, il aura plus besoin de s'agiter. Donc en plus quand t'es un garçon, t'as un truc dans la poche, ça peut être gênant. Voilà, donc ça on enlève aussi. Je le mets dans ma fesse, moi. Enfin sur mes fesses. En fait, il sera beaucoup moins d'émissions venant du smartphone quand on sera sur des modes plus,
5e génération de téléphonie mobile. Allez, pour conclure sur le sujet de la santé, il y a les seuls cas, je dirais, majeurs, connus, identifiés de problèmes liés plus ou moins à l'émission d'ondes, quel qu'il soit, c'est l'électrosensibilité. Ça, c'est un cas connu, mais encore une fois, on n'a jamais pu faire de relation directe avec les réseaux de téléphonie mobile, messieurs. Je laisse Cédric, je me sens là. Il faut être parce que je suis toujours très prudent sur ce sujet-là. Il faut reconnaître la souffrance des gens. Bah oui. Il y a des gens qui de fait ont, tu vois, plein de choses, des acouphènes, des nausées, des insomnies, des maux de tête, que sais-je, des érythèmes, enfin bref. Mais de fait, on n'est jamais arrivé chez ces malades à reproduire le truc ou juste à leur dire tiens, regardez là, est-ce que le routeur Wi-Fi est allumé ou éteint. Je te la fais un peu rapide. Et c'est vrai que c'est des symptômes qui sont au grand catalogue des symptômes non discriminants, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui te prouve une maladie plutôt qu'une autre, plutôt que bon. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose et le problème c'est il y a d'autres facteurs quoi en clair. Ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être le stress, l'anxiété. Et c'est là où en fait on fait collectivement plus partie du problème que de la solution. Ouais. C'est-à-dire que en ne partant pas de la science existante, mais en faisant débat de choses qui sont des faits, on crée du mal. C'est-à-dire qu'on crée de la douleur chez les gens. C'est-à-dire qu'une fois que je t'ai dit là le 5G ça pose pas de problème, sauf que peut-être le jour où tu vas voir une antenne qui se pose de l'autre côté de ton pâté de maison. Pourquoi pas? Tu es susceptible de tout à coup te dire depuis que ce truc-là est là, quand même, je trouve que je dors moins bien, j'ai mal au crâne, je digère pas, mes enfants sont machin, ma femme est irascible, que sais-je encore. Et vous pouvez taper sur YouTube, ça s'appelle l'effet nocebo. C'est l'inverse de l'effet placebo, c'est le truc qui tout à coup, voilà, c'est-à-dire que on peut pas dire que ces gens sont tous dans l'autosuggestion, ce serait à la fois pas charitable et bien probablement éloigné de la vérité. Il faut reconnaître la douleur, mais on peut pas reconnaître le mal. C'est-à-dire qu'on a rien qui permet de le démontrer. Ouais. Donc, tu vois que ça méritait qu'on s'y arrête pour essayer justement d'apporter des points de vue et essayer d'éclairer un petit peu sur ces sujets-là. Allez, cap à présent sur la Silicon Valley pour rejoindre Phil Jeudi qui déambule dans les rues de San Francisco en chasse des dernières tendances et des relais 5G. Vous allez voir, il y en a quelques-uns qu'elle a déjà déployés outre-Atlantique. Bonjour, de retour à San Francisco où j'ai choisi un endroit plutôt calme pour vous parler de la 5G puisqu'il n'y a pas tant de problèmes avec l'adoption de cette nouvelle technologie aux États-Unis. Bien au contraire, la 5G est plus que nécessaire en cette période de surconsommation de réseaux avec toutes ces ingénieurs software des grandes entreprises de la tech qui restent coincés chez eux à travailler, qui ont besoin d'un débit, l'Amérique qui a besoin de continuer à se construire, à se reconstruire et qui a donc tout intérêt à voir la 5G adoptée. C'est d'ailleurs le cas depuis l'année dernière, 2019, où progressivement les réseaux ont été ouverts, permettant d'accéder à Internet d'une façon plutôt confortable, ce qui reste encore un problème assez fréquent aux États-Unis où l'accès au haut débit est plutôt compliqué. Donc voilà, de ce côté-là, de ce côté de l'Atlantique, tout semble se passer pour le mieux quant à l'adoption de la 5G. À vous Paris. Merci beaucoup Phil et bon vent du côté de San Francisco. Réaction à cette chronique, comment expliquer de tels différentiels? Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça que la France où il y a comme ça une inquiétude autour de l'émergence de la 5G? C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Apparemment, on regrette que ça n'aille pas assez vite. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu des incendies d'antennes 5G en Angleterre, aux Pays-Bas. Mais c'était plus lié au Covid. Parce qu'il y avait une théorie que c'était les antennes des relais 5G qui donnaient le Covid. Oui, puis qu'il y avait des antennes 5G dans les masques. C'est complètement. Oui, d'ailleurs, on a laissé les masques à l'entrée. Ridicule. Ce que je trouve assez intéressant dans les débats actuels et la méfiance qui a grandi, elle a été très forte dans les pays francophones. Belgique, France, Suisse. Et on voit une vraie spécificité qu'on n'observe pas effectivement aux États-Unis, au Japon et en Corée par exemple. Comment vous expliquez ça les amis? Je ne sais pas, Emmanuel ou Cédric ou pour conclure, ou Elsa, qui est comme ça, c'est latin, j'essaie de comprendre. Il y a un moment politique déjà.
Ouais. Puisqu'effectivement, nous, ça arrive à un moment donné où les verts, il y a une poussée verte en France. Et donc, de fait, ils peuvent embrayer sur ce type de sujet. C'est pile poil dans leur sujet de prédilection. En plus, je pense qu'il y a quand même une erreur politique majeure du gouvernement qui a quasiment pas fait de pédagogie autour de la 5G, qui est resté totalement muet, en se concentrant sur les enchères et le fait de gagner le plus d'argent possible. Il y a eu juste la déclaration du président Macron qui disait en gros, je veux pas d'Amish, je veux revenir du temps des Amish. Exactement. Donc, il est plutôt dans la provocation pour le coup que dans l'écoute. Donc c'est vrai que dans l'urgence, cet été, ils ont dit on va ouvrir plusieurs dossiers autour de la 5G pour écouter les citoyens, écouter les questionnements qu'il peut y avoir. Mais ça, c'était quelques mois avant les enchères. Donc c'est vrai que moi, je pense qu'il y a une double erreur. La première, donc, c'est communication beaucoup trop tardive sur la 5G, sur ce que ça pouvait apporter, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas une mauvaise communication gouvernementale. Et puis un moment politique des Verts qui ont su l'exploiter, eux, dans leur intérêt, pour le faire monter, avec des maires qui ont tout de suite demandé des moratoires. Allez, on enchaîne tout de suite avec la seconde grande partie, ou grande peur au sujet de la 5G, c'est son impact sur l'environnement. La 5G, peur sur l'environnement, elle serait très gourmande en énergie, en électricité, et se traduirait potentiellement par un doublement de la consommation énergétique. C'est du moins la position de bon nombre de défenseurs de l'environnement, mais aussi du think tank Shift Project dans son dernier rapport. Je cite, « Le remplacement de la 4G par la 5G entraînera une énorme augmentation de la consommation d'énergie. » Le think tank rappelle que la pollution numérique pèse très lourd dans le réchauffement climatique. Le numérique représente aujourd'hui près de 4% de gaz à effet de serre, soit 1,5 fois plus que le transport aérien, s'il est décrié par les temps qui courent, toujours selon le think tank. Alors, que répondez-vous, les amis, à ces affirmations sur la consommation en énergie excessive de la 5G? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure avec le beamforming, notamment, Elsa. Alors sur déjà les chiffres du Shift Project, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais sur la 5G, je suis pas du tout d'accord. Enfin, c'est vraiment très contestable. Ce matin, il y avait contestable, il y a pas de contreprétrie, mais continue. Non. Il y avait un colloque ce matin à Bercy sur le sujet. Il y avait le président du Shift Project qui était là et qui expliquait que pour mesurer l'impact du numérique, il prenait absolument en compte tout ce qui avait lieu trait au numérique, et ça va jusqu'au BTP qui creuse les tranchées. Alors si on prend aussi en compte le carbone émis pour fabriquer un tracteur qui va creuser la tranchée, tu vois jusqu'où ça va, et ils prennent aussi en compte l'impact carbone d'Ariane Espace, parce que les lanceurs, c'est fait essentiellement pour lancer des satellites télécoms. Bah oui. Donc le 4%, il va très très haut. La Commission européenne, il y avait Thierry Breton aussi qui a des chiffres, c'est entre 1,7 et 2%. Si tu considères que le numérique c'est pollue et le 4e État pollueur mondial, on va dire, il faut aussi voir que le numérique c'est 4,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc finalement, si tu rapportes la pollution du numérique au nombre d'utilisateurs, c'est le secteur le plus vertueux qui soit. Donc les chiffres, on peut leur faire dire absolument ce qu'on veut. Ça dépend dans quel sens on les prend. Et surtout, il n'y a aucune étude sérieuse à date sur l'impact réel du numérique sur l'environnement. Il faut savoir ce qu'on compte là-dedans. Si tu comptes le tracteur qui a servi à extraire le minerai qui va servir à fabriquer le smartphone, oui, ça pollue beaucoup. Mais le minerai qui est extrait pour faire le smartphone, il sert pas qu'au smartphone. Ça y est, vous me l'avez énervé. Ça y est, elle est toute énervée. Ah ouais, non, mais ça m'énerve. Alors, pour revenir sur la 5G, les émetteurs, ça consomme plus, ça consomme moins? Et voilà, donc c'est ça, les 4%. Les 4% déjà sont contestables. Ensuite, la 5G, c'est la première génération de téléphonie mobile qui a été quelque part éco-conçue. Dans les spécificités liées à 5G, il y a une économie d'énergie qui n'existe pas dans les générations précédentes. C'est-à-dire que la 5G, dès son démarrage, va consommer à gigabits équivalent 10 fois moins que la 4G, et dans 5 ans, on arrivera à 20 fois moins parce que c'est dans les spécificités, dans le design même de cette norme. Ça veut dire que c'est moins gourmand en énergie. Alors il y a des gens qui vont dire « Ah là là, c'est tellement gourmand en énergie, regardez, on éteint les antennes la nuit en Chine pour ça. » en Chine, bien sûr. Nounouille, c'est normal qu'on éteigne les antennes en Chine. C'est parce qu'elle a été conçue, et c'est pas éteint, c'est des équipements qui sont mis en veille, parce que cette technologie est faite pour ne pas fonctionner quand on s'en sert pas. Et la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée.
D'accord. Alors, il y a par contre des procédés propres à la 5G. Tu as donné l'exemple du fait que simplement on puisse éteindre les relais quand on ne l'utilise pas, ce qui n'était pas le cas précédemment, ou du moins c'était plus compliqué. Messieurs en plateau, une réaction, vous êtes en ligne avec ce que dit Elsa, ou vous avez des bémols à apporter? Allez, n'ayez pas peur. Elle est un peu en colère ce soir. Donc T'es un peu énervé parce qu'on a commencé vraiment en retard. Vas-y. Non, mais disons, c'est ce que disait aussi Elsa, c'est que l'antenne ne s'active que quand, dans son périmètre, elle repère des terminaux 5G. Si elle n'en repère pas, elle se met en veille. C'est la 27 sleep mode propre à la 5G. Exactement. Donc la question, c'est de savoir combien de terminaux vont rentrer dans sa surface, dans son périmètre en fait, de couverture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça sera au départ des téléphones 5G, probablement des tablettes après. Et la question que se posent les détracteurs en fait, de cette technologie, c'est mais derrière, il y a l'IoT, donc l'Internet des objets. Et donc, il va y avoir une multiplication. Voiture autonome, industrie. Et donc, il va y avoir une démultiplication des objets qui seront en capacité de se connecter à cette 5G avec différents types d'usages. Et du coup, c'est là où il va y avoir une explosion des usages et donc de la consommation énergétique. Ouais, c'est un peu ce qu'on appelait tout à l'heure l'effet rebond. On redoute qu'à terme, chaque avancée, on l'a vu, chaque avancée technologique s'est traduite par une optimisation des débits et débouche sur beaucoup plus d'usages. On l'a vécu avec l'arrivée des smartphones notamment. Oui, et effectivement, il faut prendre en compte les usages parce qu'il y a des querelles en ce moment pour savoir s'il y aura plus ou moins d'antennes. Et si on cite la Fédération française des télécoms, ils disent effectivement qu'une des obligations, c'est d'arriver à 10 500 antennes en 2025, mais qu'à court terme, on va vivre avec les antennes 4G. Donc, c'est sûr qu'il y a ce débat, effectivement, à prendre en compte. Ce qui est assez intéressant, c'est effectivement de voir les effets directs du déploiement de la 5G. Si on s'intéresse, par exemple, aux véhicules électriques, qui notamment vont permettre de réduire la consommation énergétique qui fait du mal à la planète, il y a une entreprise à suivre en Suède qui s'appelle Einrid qui utilise la 5G pour déployer des véhicules autonomes. Il faut également prendre en compte le recyclage des téléphones qu'on va utiliser et le renouvellement des téléphones qui va peut-être être supérieur. En clair, on ne mesure pas assez peut-être, Emmanuel, la valeur ajoutée que va apporter en matière de bilan carbone cette technologie, parce qu'elle va faire disparaître d'autres usages qui seraient très gourmands en énergie. Oui, alors effectivement, c'est des possibilités, mais pour l'instant, ce sont des scénarios. C'est des scénarios. Donc c'est pour ça qu'on met en face de réalités qui sont un lancement technologique, des scénarios éventuels d'économie d'énergie. En revanche, dès maintenant, ce qu'on voit, c'est pour ça que je suis un peu plus nuancé aussi sur la consommation énergétique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même des industries qui deviennent opérateurs télécoms. Et qui couvrent des petites zones, mais qui les couvrent quand même. Donc le premier, ça a été ADP en France, l'aéroport de Paris, qui a lancé au mois de septembre donc, son réseau 4G qui va évoluer en 5G. Donc c'est quand même un nouveau réseau, donc une nouvelle consommation électrique. EDF va équiper toutes ses centrales nucléaires d'un réseau 4G puis d'un réseau 5G. Et derrière, Engie devait le faire. À ma connaissance, ils abandonnent le fait de se lancer dans la 4G, puis la 5G. Mais il y en a d'autres. La SNCF veut s'y mettre aussi. Il faut expliquer en 2 mots. Ils se lancent en tant qu'opérateurs pour leurs propres besoins. Pour leurs propres besoins, alimenter l'aéroport de Paris, c'est à l'échelle de l'aéroport. Exactement. Ne fût-ce que pour gérer le trafic des bagages, par exemple. Trafic des bagages. Quand en fait, tu as un avion qui arrive sur le tarmac, c'est d'envoyer les données de navigation très rapidement, en temps réel. C'est quand tu as quelqu'un qui fait le tour de l'avion, c'est de prendre une photo s'il voit un défaut sur la carcasse et qu'il l'envoie directement au service de maintenance pour qu'ils puissent l'analyser. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ils ont des espèces de talkie-walkie assez anciens. Oui, donc, et puis même si tu utilises la 4G, quand on arrive à un aéroport, on sait très, très bien que c'est plutôt des zones qui sont assez saturées. Exactement. Alors, c'est des tout petits réseaux, encore une fois, mais c'est quand même des réseaux. Donc, ça veut dire que la consommation énergétique se crée à ce niveau-là pour de la 4G, puis demain de la 5G. Oui, puis on voit ça aussi en Allemagne avec des industriels comme Bosch qui déploient leur propre réseau. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer les utilisations en fait, qu'on va inventer. Moi, j'avais parlé avec des personnes qui réfléchissent à une meilleure irrigation, par exemple, grâce à une meilleure communication. Donc, toutes des économies d'énergie qui vont être inventées, qui pourront sans doute être vertueuses. Les usages sont à venir. Le problème, c'est qu'il faut laisser le temps à la technologie de s'installer pour les découvrir. Peut-être une réaction avec Cédric, parce qu'on ne l'a pas entendu sur ce sujet-là. L'une des inquiétudes du think tank de Shift Project, c'est que les réseaux mobiles de génération en génération ont tendance à s'empiler, comme le décrivait tout à l'heure avec notamment l'aéroport de Paris Emmanuel, et ne se remplacent pas en fait. Et donc forcément, il y a différentes millefeuilles et chaque fois une couche de consommation énergétique en plus. Pourquoi on n'éteint pas ces réseaux
concrètement? Tu vas peut-être trouver la seule chose avec laquelle je sois d'accord avec le Shift Project, ou en tout cas qu'on ait un début de communauté de vue, parce que pour le reste, non seulement ils font des études un peu toutes pourries, mais en plus ils le savent, parce que quand tu refais les calculs et que tu les publies, ils protestent pas. Le seul souci, si tu veux, c'est ça, c'est quand même l'empilement des réseaux, et ça c'est pas le fait des opérateurs, c'est le fait du régulateur qui dit voilà, vous démarrez la 5G, mais évidemment vous n'arrêtez pas la 4G, mais vous n'arrêtez pas la 3G, d'ailleurs vous n'arrêtez pas la 2G non plus. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore plein d'appareils qui utilisent ces réseaux. D'ailleurs c'est intéressant, c'est qu'en fait la 5G va venir ouvrir pas mal d'usages pour des outils, pour des appareils à très petit débit, c'est-à-dire vraiment de l'objet connecté industriel par exemple, ou dans les smart cities, des choses qui souvent aujourd'hui utilisent de la 2G. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher, c'est du bas débit, c'est machin. Alors ils peuvent utiliser aussi, on en reparlera tout à l'heure, LoRa, plein d'autres trucs. Mais du coup, éteindre les réseaux est un souci. C'est un peu, c'est quand on est passé de la télé hertzienne normale analogique à la TNT, il y a eu une période de double émission qui coûtait un fric fou aux chaînes. Mais c'était comme ça parce qu'il fallait que la transition se passe bien. Et là, c'est vrai qu'il y a peut-être qu'à un moment, il va falloir que le régulateur prenne rendez-vous en disant bon, peut-être que sur la 2G, quand même, il serait temps d'éteindre le machin, parce que c'est comme ça qu'on fera des économies. Parce que sinon, de fait, aujourd'hui, c'est pas le problème de la 5G, c'est pas la 5G. Le problème, c'est que de fait, on est forcé de l'empiler sur la 4G qu'il y avait avant. Enfin bon, bref, il y a des économies d'échelle à faire parce qu'il y a des réseaux qui vont pouvoir faire les deux en même temps. Donc, mais quand même, tant qu'on n'aura pas tout éteint, on profitera pas, ce que je veux dire, sur des avancées en termes de consommation électrique de la 5G. On se fait plaisir sur la consommation électrique depuis tout à l'heure, parce qu'on parle que de ça, mais on n'a pas de problème de production électrique en France, et deux, je vous rappelle que 97% de notre électricité est décarbonée, et le but de tout ça, c'est quand même d'arriver à réduire le CO2. Donc en fait, on n'est pas une zone à problème, on n'est pas une terre de mission sur ce genre de truc. Ça reste quand même un truc assez académique. Mais de fait, il va falloir arriver à éteindre les vieux réseaux. Emmanuel, pour conclure. J'ajouterais que les opérateurs rêvent de pouvoir arrêter les vieux réseaux. Quand tu discutes un petit peu avec les gens d'Orange, qui ont de la 2G, 3G, 4G, bientôt 5G, eux, s'ils pouvaient couper 2G, 3G, ils le feraient demain. Le problème, c'est qu'ils savent aussi qu'ils ont encore à peu près 30% de leurs clients qui ont des téléphones mobiles. Je dis un téléphone mobile, c'est-à-dire pas un smartphone. Et la base installée, les clients Orange, c'est pas représentant de toute la base installée française, mais ils ont encore une très très forte représentation de gens qui n'ont pas de smartphone 4G. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas éteindre la 2G, 3G. Il y a aussi ce que disait Cédric, avec notamment des systèmes d'urgence d'ascenseur. Tout ça, c'est en train un peu progressivement de migrer, mais in fine, on risque quand même d'avoir une extinction de la 3G avant la 2G. On est plutôt sur un système qui serait 2G, 4G, 5G, et c'est vrai que à partir du moment où tu éteins un réseau, tu fais des économies, et le même problème va se poser dans le fixe, avec l'extinction du RTC, puis du cuivre, quand tout ça sera remplacé par de la fibre. A priori, la Minitel a été éteinte, donc tout va bien. En revanche, l'arrivée de la 5G obligera... Ça, t'en fous, hein. obligera... Je soutiens que l'horloge parlante fonctionne encore. Formidable. Les renseignements téléphoniques, c'est non. En revanche, l'arrivée de la 5G donc obligera pas mal d'utilisateurs à changer leur mobile, et là, il y a un réel impact sur l'environnement, messieurs. Alors là, pour le coup, non. Ah bon? Oui, parce que là, il faut changer tous les téléphones. Ouais, mais là, pour le coup, non, je suis pas du tout d'accord, parce qu'il se trouve que le niveau de renouvellement d'un téléphone aujourd'hui, alors le cycle de renouvellement de téléphone a tendance à augmenter avec les tarifs des téléphones, puisqu'on est à plus de 1 000 € maintenant sur les téléphones, donc on a plutôt tendance à les garder plus longtemps. Même plus, tu vas voir la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je pense qu'on aura une bonne surprise. Voilà, exactement. Il faut le prix de l'iPhone 12 Pro. Mais généralement, en gros, c'était 18 mois pour changer un téléphone. Oui, donc tout le monde change de téléphone en moyenne tous les 18 mois. Et c'est pas la 4G ou la 5G qui va changer le rythme de renouvellement des téléphones. Donc ça s'est toujours vu. 18, c'est 28. Oui, ça s'est rallongé. Mais ça dépend sur quel type de terminaux. Sur ceux à 1 000 €, oui, mais sur les entrées de gamme à 200, 300 €, le cycle de vie est beaucoup plus court. Donc en fait, il y a des différences entre les smartphones d'entrée de gamme et les hauts de gamme. Allez, pour conclure vraiment sur ce sujet, Guillaume. Oui, alors on voit effectivement des entreprises qui permettent d'acheter des téléphones recyclés. Et puis, des black market et consorts. Voilà, exactement. Et puis, il faut quand même suivre une entreprise européenne. On n'a pas... tant que ça en électronique, Fairphone qui poursuit son petit bonhomme de chemin et qui livre son dernier modèle avec un tournevis pour ne changer que la partie du téléphone dont on a besoin de changer. Alors pour aller au-delà, essayer de comprendre un petit peu ce scepticisme, ces réactions parfois épidermiques, on l'a parfois compris que c'est parfois justifié. Est-ce que cette peur, c'est pas plus un réflexe idéologique face à la 5G? Je ne sais pas ce que vous en pensez à l'heure de nouveaux modèles de nos sociétés qui émergent, comme la décroissance
décroissance, comme si la 5G était un peu devenue un symbole de la mondialisation ou de l'ultra-capitalisme. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le problème finalement ? Je pense que la 5G tombe clairement dans un problème de décroissance. On se retrouve avec des gens qui expliquent que on est dans une course permanente à l'innovation et au mieux, et que ça c'est mal. Et j'ai aussi discuté avec une chercheuse du CNRS qui expliquait que la 5G ça allait libérer des espaces de temps, et que dans le temps qui allait être libéré, on allait en profiter pour faire d'autres choses, et donc on allait consommer autre chose. Donc on est dans des raisonnements où finalement supprimons les machines à laver le linge et allons au lavoir, comme ça on pourra papoter entre copines, ça sera tellement mieux. Moi, ça me fait un petit peu peur, cette théorie de la décroissance, parce que c'est vrai que la 5G, quand on regarde les arguments, quand on va au fond des choses, les critiques qui sont faites, c'est oui, mais on va encore faire plus. Comme si le plus était forcément mal. Donc ça, c'est vraiment une question philosophique, en disant est-ce qu'on a besoin de qui suis-je moi pour dire qu'on n'aura jamais besoin de navettes autonomes dans les campagnes pour aller chercher mes parents quand ils pourront pas plus conduire pour se déplacer. Oui, mais au-delà, à quel moment je décide qu'un usage est inutile? Oui, non, bien sûr. Oui, mais au-delà, il ne s'agit pas de porter un jugement sur ceux qui sont partisans de la décroissance. Le jugement, c'est de se dire, est-ce que la 5G pourrait être un élément de décroissance ? Là, j'ai pas la réponse, mais je peux comprendre en fait les interrogations actuelles parce que une grande partie de l'utilisation de la 5G, les bénéfices qu'elle va apporter vont être professionnels. C'est vrai. On va en parler dans un instant. Voilà, le port d'Anvers, par exemple, qui a souvent été cité, etc., qui va permettre une meilleure gestion du port. Donc, on peut comprendre que le grand public se pose des questions. J'en ai parlé rapidement avec Eric Reinhardt, dont le dernier roman revient sur l'aventure de Louis Pouzin, vous savez, qui avait posé... on aurait pu avoir inventé Internet en France, et il disait « Je suis partagé entre l'utilité que j'ai du mal pour l'instant à percevoir, et en même temps le fait que si on ne se lance pas, eh bien, on va se retrouver à la traîne, on va encore louper un virage technologique. » Alors, on va essayer de vous décrire les vraies avancées qu'on s'attend en termes d'usage autour de la 5G. Mais en attendant, on enchaîne tout de suite avec la rubrique favorite d'Elsa Bombaron. Ça s'appelle La Veille Télécom. Elsa, la veille télécom, les enchères sur la 5G viennent déjà de se clôturer. On est un peu frustrés. L'addition n'est finalement pas si salée que ça pour les opérateurs mobiles, Elsa. Alors ça, c'est un point de vue qui n'engage que toi, cher Olivier, le pas si salé, parce qu'ils ont quand même prévu de faire un chèque de 2,8 milliards. D'accord, ils s'y mettent à 4 pour le faire. Ouais, là, tu donnes un chiffre global, tu triches. Mais en Allemagne, c'est 3 fois plus quand même. Non, alors en Allemagne, c'est 3 fois plus, mais pour 3 fois plus. C'est-à-dire que les enchères allemandes, effectivement, ont atteint 6 milliards. Mais dedans, il y avait d'autres bandes. Il y avait d'autres bandes de fréquences. Il y avait le 2,1 de mémoire. Bon, enfin, donc, si tu refais des additions, en France, ils ont déboursé autant. Quand tu mets 2,1 plus les bandes de 3,5 ont été attribuées pour 2,8 milliards. En fait, c'est le même montant France-Allemagne. Là où c'était déconnant, c'était en Italie, où ils ont sorti 6,5 milliards. Mais là, toute l'Europe a dit les Italiens sont devenus fous, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont demandé tellement aux opérateurs que les mecs, ils vont plus avoir un centime, enfin une lire vaillante, parce qu'on pourra, c'est même plus des euros, pour pouvoir développer la 5G dans leur pays. Qui est le grand gagnant, s'il y a un gagnant du côté de l'Hexagone ? Alors, si tu écoutes les opérateurs, c'est ça qui est absolument génial, c'est l'école des fans des enchères. Ils ont tous envoyé des communiqués en disant « Youpla boum, on est super heureux, on a tout ce qu'on veut ». Alors, en vrai, pour une fois, c'est vraiment l'école des fans, parce que si on prend le nombre de mégahertz qui étaient disponibles, les parts de marché, et qu'on fait une bête règle de 3, en fait, chaque opérateur a obtenu des fréquences en proportion de son portefeuille actuel. Donc, c'est quelque chose qui est à peu près satisfaisant par rapport au marché. Orange a obtenu 90 MHz, SFR 80, Bouygues et Free chacun 70. Normalement, ça va leur permettre de faire leur business. Alors après, il y a un deuxième bout qui arrive sur les fréquences, ça s'appelle les enchères de placement. C'est-à-dire qu'on va dire dans la bande des 3,5, donc en fait, ils ont attribué des fréquences entre 3,4 et 3,8. Dans cette largeur de bande, là, il va y avoir des blocs attribués. Et là où ça va être rigolo, c'est que normalement, ils vont se mettre en couple dans les blocs. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté Bouygues et SFR et de l'autre Orange et Free. Et ces deux blocs, ça préfigure des réseaux partagés et du run sharing. Donc, et là, ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que économie tout court, des matériels, d'énergie, de tout ce que tu veux. Et donc, on va avoir une optimisation et on va avoir une concurrence commerciale, mais avec des réseaux partagés.
Alors, pour bien comprendre, effectivement, tout le monde a gagné, notamment en termes d'enchères, puisque les enchères en France sont moins élevées qu'ailleurs. Mais finalement, le perdant, est-ce que ce n'est pas le gouvernement, puisque cet argent, il va dans les caisses de l'État? Non, c'est pas moins cher parce que si tu prends la Finlande, ils les ont pour ainsi dire donnés. Oui, c'est quand même un manque à gagner. Oui, mais c'est ce que dit Elsa. Pourquoi il y a un manque à gagner? Pourquoi l'État a veillé que les enchères ne s'envolent pas? Parce que c'est aussi une volonté de l'État. Mais en fait, ce que dit Elsa est juste, c'est qu'en fait, en gros, tu as deux paramètres différents. C'est soit la couverture du territoire très rapide, et à ce moment-là, tu mets des enchères qui sont pas très chères. Donc il y a une contrepartie en clair. Il y a une contrepartie, c'est ça, exactement. Par exemple, en Corée du Sud, ils ont quasiment donné les fréquences, mais les opérateurs avaient une obligation de couverture rapide du territoire coréen très rapidement. En France, c'était assez équilibré, enfin en tout cas c'est ce que voulait le gouvernement. Donc le prix reste raisonnable, mais il va falloir couvrir assez vite, et notamment les zones rurales. Ouais, c'est 25% des zones rurales d'ici Non, c'est pas 25% des zones rurales, c'est 25% des antennes qui seront installées par les opérateurs des antennes 5G devront être en zone rurale. Donc ça te fait un 2025 8500 antennes de mémoire, dont 25% dans des zones rurales. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les zones blanches qui aujourd'hui n'ont pas accès ni à la 4G ni à la fibre, en clair, pour pouvoir... Non, pourquoi non? Parce que ça pourrait être un argument formidable pour la 5G de dire que c'est une réponse à la fracture numérique. Mais non, parce qu'ils vont aller trouver des zones rurales dans lesquelles il y a des activités quand même économiques, dans lesquelles il y a déjà des réseaux, et ils vont mettre de la 5G sur des endroits où c'est un peu pertinent quand même. Donc en clair, ça va pas combler la fracture numérique, on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Alors, j'ai pas compris. Alors comment c'est possible? Explique-moi alors. Attends, je vais prendre leur lait. Dans le même temps, ils ont quand même signé des trucs pour qu'il y ait du très haut débit. Alors, pour le cas général, ce sera de la fibre, mais il y aura d'autres choses aussi. Et ceci partout pour, je crois, toute la population française d'ici 2025. Alors, évidemment, après, ce sera aux erreurs d'expérience près, mais ce très haut débit, ça pourra aussi être de la 5G, parce qu'on l'a pas évoqué, mais tu peux faire du résidentiel avec de la 5G si t'as pas une solution filaire adéquate à mettre à la place. Donc, pour résumer, en clair, les opérateurs s'engagent à couvrir le territoire, pas forcément avec la 5G, mais à combler les zones blanches. Et donc, c'est contre cet échange-là que les enchères ne sont pas envolées. Mais qu'est-ce qui se passe si les opérateurs ne remplissent pas leur engagement? Ça va leur coûter encore plus cher. Voilà, il y a un pouvoir de sanction du gendarme des télécoms qui vérifie le cahier des charges s'il est respecté par les 4 opérateurs et qui, si d'aventure c'est pas le cas, fait une première alerte et puis après peut aller jusqu'à une mise en demeure, exactement, et peut aller après jusqu'à effectivement des sanctions financières. Un peu comme le CSA avec certaines chaînes de télévision aujourd'hui, mais on a vu que le Conseil d'État parfois pouvait retoquer aussi les décisions, donc prudence. Alors qu'est-ce qu'on sait sur les premières offres? Quand est-ce qu'elles seront disponibles, Elsa? Elles seront disponibles quand les phases d'attribution seront terminées normalement. Enfin, je veux dire, tu pourras vraiment souscrire. Sauf que Orange là a sorti ses premières offres en 5G, mais je crois on a le tarif, mais on peut pas encore y souscrire puisque de facto ils ne peuvent pas exploiter encore les licences proprement parler pour pour activer les antennes, on va dire. Et donc là, on a un forfait l'entrée. Alors il y a 2 prix qui circulent. C'est 29,99 ou 39,99 pour 70 gigaoctets. En gros, tu prends un forfait 4G équivalent, tu mets 5 € de plus et t'as la 5G. Enfin, c'est 5. Voilà. C'est facile. Les forfaits, ils sont sur le site d'Orange. Les forfaits sont depuis aujourd'hui sur le site d'Orange. C'est officiel, en clair. Donc ceux qui craignaient une flambée des prix, que ce soit un moyen pour les opérateurs d'augmenter les prix, ils l'ont fait, mais c'est pas non plus un doublement des prix. Oui, mais enfin, la dernière fois qu'ils ont fait ça, ce plus 5 pour la génération suivante, c'était pour la 4G. Ça a duré un mois, le temps que Free lance son offre, et puis boum, tout le monde s'est aligné à la baisse, et il n'y avait plus de valorisation de la nouvelle génération de téléphonie mobile. Les premières offres devraient arriver d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine? Décembre. Avant Noël, en fait, c'est ce qu'on dit. Bon. Enfin, c'est ce qu'annonce Orange sur son site. Ok, merci à vous, merci Elsa. Retour sur le dernier chapitre et peur propre au développement des réseaux mobiles de 5e génération. Elle concerne cette fois ces partisans qui auront du mal à s'en passer si on ne la déployait pas. Alors, qu'est-ce qui se passerait si la 5G n'était pas déployée, ou du moins si son déploiement était ralenti, les amis? Est-ce qu'elle est vraiment indispensable pour l'avenir? Je cite encore une fois un extrait du rapport du think tank Think Project, dans son dernier rapport pour une sobriété numérique. Je cite: « La 5G n'est pas un réel besoin pour 90% des usages quotidiens. Il y a d'autres technologies disponibles, la fibre et la 4G. » Vos réactions peut-être en plateau?
Oui, alors si on parle avec plusieurs responsables d'innovation des opérateurs, ils vous expliquent très simplement que dans les 18 mois, ou même peut-être dès l'année prochaine, il y aura une saturation des réseaux dans des lieux urbains. On n'aura pas tout le débit ce qu'on souhaite avoir. Il y a une forte densité de population. Voilà, si on reste. Dans certains endroits, durant le confinement, on l'a vécu concrètement. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le débit qu'on peut avoir. Alors c'est pour ça que pendant le confinement, les opérateurs nous disaient, dès que vous rentrez chez vous, dès que vous êtes dans un endroit public, utilisez le Wi-Fi, n'utilisez pas nos réseaux. Oui, un peu comme si on allait dans un match de foot où il y a plein de gens d'un coup qui prennent tout le débit, en fait, ce serait un peu l'idée. En clair, Elsa, les réseaux 4G sont condamnés à être saturés, c'est ça l'idée ? De toute façon, chaque génération de téléphonie mobile est sauvée par la suivante de la saturation, parce que c'était déjà le cas. Moi, je me souviens de graphiques que montrait Deloitte à l'époque, avec une saturation de la 3G, et on a échappé à la catastrophe grâce à la 4G. Là, c'est 2022 à peu près, notamment c'est le chiffre qui est donné généralement par Orange. Si on lance pas de nouvelles de nouvelles fréquences, en fait, parce que c'est ça, c'est un peu comme les autoroutes actuelles sont saturées, va falloir construire des nouvelles voies pour pouvoir faire écouler le trafic. On en est à peu près là. Alors après, tu as des gens qui disent oui, mais alors si on était un peu plus vertueux, on n'arriverait pas à cette saturation. Alors moi, je sais pas ce que c'est que d'être vertueux. En revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si on veut avoir un semblant de comportement, on va dire civique, en streamant, quand vous rentrez chez vous, effectivement, même si on n'est plus en confinement, activez le Wi-Fi, ça évitera de saturer les réseaux. Ça n'empêche pas qu'en mobilité, on puisse quand même avoir envie de regarder une vidéo quand on est dans le métro, puisqu'on se déplace en transport en commun et pas dans sa voiture en polluant, donc ça c'est très bien. Et en contrepartie, vous aurez le droit de regarder une vidéo en vous déplaçant, et là effectivement, pour que cet usage perdure, il va falloir des nouvelles fréquences, et ces nouvelles fréquences sont sur la 5G. Il y a une autre promesse que je trouve très intéressante, qu'il faudra bien sûr vérifier, et qui est plus limitée en nombre de personnes, c'est l'utilisation d'un réseau sans souci pour des utilisations critiques. Certaines utilisations réservées à des pompiers, en cas d'urgence par exemple, ou à des services de secours. Ça, je trouve ça assez intéressant dans ce que veut déployer les opérateurs. Oui, alors en revanche, tu as raison Guillaume, mais sauf qu'il va y avoir deux phases dans la 5G. Il y a la première 5G qui s'appelle la 5G NSA, donc non-standalone, et après, plus tard... L'évolution de la 4G, quoi. En fait, c'est-à-dire que les antennes seront 5G, mais le cœur du réseau sera toujours 4G. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, on soit standalone, donc SA, et NSA, ça n'a rien à voir avec l'agence de surveillance américaine, je précise. Et le SA, donc c'est standalone, donc là, en 2024... C'est ça, exactement. Non, mais on ne sait jamais, je préfère de... Et donc là, en 2024-2025, on aura des réseaux télécoms qui seront entièrement 5G, et là, on pourra faire ce dont parle Guillaume, c'est-à-dire du network slicing, c'est-à-dire qu'on découpe en tranches les fréquences en réservant un débit assuré à certaines opérations critiques, donc pour la voiture autonome par exemple, avec une latence parfaite, en tout cas minimale, pour qu'il y ait un temps de réaction le plus rapide possible sur certains éléments très pointus. Alors concrètement, la 5G, pourquoi faire ? Quelles seront ses applications futures ? On a vu un peu tout et n'importe quoi, on nous a promis beaucoup de choses. Cédric, qu'est-ce que tu listerais en pole position de tes usages, dans ta wishlist demain de tes usages de la 5G ? C'est amusant parce que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ce sujet. Je pense à Elsa avec qui on est allé, on a fait le tour du monde ensemble pour aller voir de la 5G partout, enfin surtout en Asie. Et bonjour l'empreinte carbone. Et à chaque fois, c'est vrai que mais c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois on te dit bon, c'est un nouveau réseau, c'est vachement intéressant. Donc on fera ça, de la télémédecine, des objets connectés, de la voiture autonome, etc., etc. Dans la réalité des faits aujourd'hui, et Elsa l'a dit en creux, c'est que c'est une innovation pour les opérateurs plus que pour l'abonné. L'abonné, ce que ça va t'apporter à toi, on va dire, c'est un débit plus fiable, un peu le même partout. Tu vas moins te battre pour avoir du débit qu'avant, parce qu'évidemment, le réseau aura plus de débit à partager. En revanche, c'est vrai qu'il va se passer des choses de deux côtés. Le réseau 26 GHz qui va permettre un bien meilleur débit sur des endroits plus concentrés, ce que tu évoquais tout à l'heure, tu vois, d'un coup, le stade de foot, enfin ce genre de choses. Et puis, l'Internet des objets. Et là, c'est intéressant parce que tout à coup, on parle que du débit et de la latence du réseau. Là, on n'est pas sur cette problématique-là, c'est-à-dire que tout à coup, tu vas pouvoir connecter le feu rouge du coin de la rue, la clim de l'immeuble, des trucs qui n'ont pas besoin de beaucoup de débit, qui n'ont pas besoin de beaucoup de data, mais à qui tu vas pouvoir enfin donner un standard de connexion qui sera le même pour tout le monde. Et quand on dit, c'est bizarre, c'est vrai qu'on a du mal à mettre en lumière les bénéfices de la 5G et ce qu'on appelle ces
externalités positives, ça tout à coup, ça va permettre de gagner énormément de temps, d'éviter les couches technologiques empilées, d'éviter et de faire gagner. Non mais et même ça ramène des impacts écologiques, c'est-à-dire que d'un coup tu vas pas être forcé. On parlait tout à l'heure de des walkie-talkies et des petits terminaux avec des standards sans fil maison dans les aéroports. À partir du moment où tout le monde parle le même standard et le même langage, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner du temps et tu vas éviter d'empiler des trucs qui seront inutiles dans 5 ans. Le premier usage prioritaire évident autour de la 5G, c'est dans le secteur du B2B, à savoir des entreprises, de l'industrie notamment. Oui, encore une fois, là où je suis allé dans l'usine de Schneider, tout près de Rouen, j'ai été surpris par deux choses. D'abord, l'absence de latence, parce qu'il y avait Monsieur Tricoire, donc le PDG de Schneider Electric, qui s'adressait à nous et c'était extrêmement fluide. Mais surtout, on voit dans ses descriptions. Jean-Pascal Tricoire. De retenir le moindre prénom, le moindre nom, c'est fabuleux. Jean-Pascal Tricoire. Et il y avait aussi une application de réalité augmentée que je trouvais assez intéressante, c'est-à-dire qu'on pouvait se rapprocher de certaines machines-outils et utiliser la tablette pour une fois pour quelque chose d'assez utile, c'est-à-dire qu'on avait des informations supplémentaires sur cette utilisation, sans parler des robots qui fonctionnaient entre eux. Alors, c'est vraiment des applications industrielles pour l'instant, effectivement. Ouais. Par contre, une utilisation plus grand public, et je sais que c'est ton dada caché, c'est des jeux vidéo ou encore la réalité augmentée ou le cloud gaming. Ouais, ou le cloud gaming. Je pensais que tu allais parler de TikTok, alors c'est pour ça que j'ai eu peur. Non, c'est plus de tournage. Mais quoique, concrètement, les jeux vidéo, le cloud gaming avec les vertus propres 5G d'une faible latence, ça c'est vraiment un argument de choc. Oui, effectivement, parce que là, on peut jouer avec Spotify. Exactement, parce que là, on peut jouer sans que l'écran ne gèle. Ce qui arrive aux joueurs souvent quand on joue en ligne à plusieurs personnes, il peut y avoir des moments où ça lag, donc on fait un acte à l'écran et il ne se produit pas instantanément, il y a un petit délai, donc c'est assez gênant quand on est dans une partie et qu'on veut tuer son adversaire par exemple. Donc dans les shoot 'em up ou les choses comme ça, c'est un peu, ça devient problématique. Donc effectivement, c'est un des usages, et d'ailleurs en Corée, c'est par hasard si Microsoft va lancer son service de jeux vidéo dématérialisés là d'ici peu, sur le marché coréen, là où justement la 5G est le plus fortement déployée aujourd'hui. Comme j'essaie toujours d'encourager les startups françaises, il faut suivre aussi les expérimentations plutôt réussies de Blade, qui a montré des exemples de cloud gaming assez intéressants. Et parmi les usages que tu décrivais tout à l'heure, c'était vraiment les usages critiques, le médical, la télémédecine. On nous parle d'opérations à distance, c'est déjà le cas, mais là qui serait peut-être plus de la science-fiction, qui serait plus développée. Alors moi je ne crois pas du tout à l'opération à distance avec un robot que l'on va commander qui va opérer à la place du chirurgien. Par contre, le fait qu'un chirurgien demande en direct un avis, des conseils à d'autres spécialistes à l'autre bout du monde, ça j'y crois. Ouais, d'accord. Et puis on aurait peut-être enfin la possibilité de partager les dossiers des patients, ce serait pas mal, ce serait une belle avancée. Ou surveiller ne fût-ce que les réseaux électriques, ce serait pas mal aussi. Ce que je trouve assez fascinant dans tous les débats qu'on a, il y a un an, on aurait parlé, d'ailleurs je crois qu'on l'a un peu fait, des craintes liées à la 5G, on aurait parlé d'espionnage, on aurait parlé de guerre technologique, et quelque part, sur la prépondérance, la suprématie qu'a Huawei, cette avance technologique que cet équipementier chinois a sur la 5G, les Américains ont totalement réussi leur coup. C'est-à-dire que pour l'instant, Huawei a été enlevé d'énormément de cœurs de réseau de grands pays et c'est plus considéré comme un danger. C'est une bonne nouvelle pour Ericsson et Nokia, moins pour Huawei, effectivement. Est-ce que finalement l'usage le plus probable, parce qu'il y a quand même des pays déjà, les amis, où la 5G est développée, est installée, notamment en Corée, je crois qu'il y a 10 millions d'abonnés en Corée en 5G. Déjà, en moins d'un an, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. C'est un pays qui, c'est comme la France, à peu près en termes de population, donc c'est considérable. Oui, alors il faut faire attention quand même après à des spécificités géographiques, c'est-à-dire que Séoul, en soi, c'est une mégalopole, tu couvres Séoul, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais pas loin de 50% de la population. Oui, mais quand même. Oui, mais tu vois, quand tu es dans un pays comme la France, qui est très éparpillé, etc., c'est plus compliqué. Et puis, moi, j'en ai fait c'est 100% du territoire coréen qui est couvert, pas de la population. Et donc la Corée est très très proactive dans ces réseaux. Alors certes c'est plus petit, mais c'est quand même très très bumpy comme paysage, qui fait que c'est très compliqué. Les Coréens ont une vraie volonté, et en plus ils ont la volonté de démontrer qu'ils ont quelqu'un qui sait faire de la 5G et des antennes 5G et qui est nouveau sur le marché. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite boîte qui s'appelle Samsung. Ouais, Sam quoi?
Je ne connais pas. Ils font des fours micro-ondes, c'est ça? Et alors, parmi les usages les plus probables, j'ai essayé de terminer ma question. On parlait de la Corée, on parlait de la Chine aussi, où il y a un gros déploiement, évidemment, puisqu'ils ont Huawei, entre autres, derrière eux. Et puis, j'en ai fait l'expérience l'année dernière quand j'étais voir mes beaux-parents en Australie. C'est qu'il y a de plus en plus d'offres pour de la 5G sédentaire, de la 5G à domicile. En clair, il y a des endroits où la DSL passe mal, qui sont dans des zones urbaines ou à périphérie des zones urbaines où il y a quand même une forte densité de population, où la fibre coûte cher à arriver. Et finalement, on installe, regardez, des box 5G qui répondent parfaitement aux besoins et qui vont même plus vite que la fibre. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, aussi un usage prioritaire que vont prendre très rapidement les opérateurs? Ça semble le cas notamment en Australie. Ça existe déjà en France avec la 4G. Il y a déjà des offres. Oui, mais ça ne va pas aussi vite que la fibre. C'est certain, mais le problème, c'est que pour la 5G, il faut quand même que tu amènes la fibre au pylône déjà. Donc ça veut dire que la fibre arrive déjà au pylône qui va après diffuser. Donc tu as besoin d'alimenter un pylône plutôt que chaque appartement. Donc c'est quand même déjà un progrès. C'est déjà un progrès. Mais ça veut dire qu'il faut déjà alimenter le pylône et donc il faut aller dans des zones des fois qui ne sont pas forcément très facilement accessibles. Donc ça peut être une solution, mais ce n'est pas forcément la solution à tout. Après, il reste toujours le satellite pour couvrir. On oublie souvent le satellite qui est un peu le parent pauvre de l'accès à Internet. Mais aujourd'hui, il y a quand même des galaxies de satellites qui sont en train d'être lancées justement pour apporter. Elon Musk notamment. Voilà, Elon Musk. Il y en a une autre qui vient de faire faillite il n'y a pas très longtemps. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément des gros succès. Mais bon, le satellite est là aussi pour pallier dans les zones, dans certaines zones difficiles d'accès à la 5G éventuelle et à la fibre. On y va direct. Ah si, il y a des fréquences aussi. Oui, mais enfin, ils ne sont pas attribués par le gouvernement. Si, c'est des fréquences qui sont les fréquences K du satellite. Du satellite. Ah oui, normalement. Quand tu veux émettre en Afrique, tu faut demander l'autorisation avec le gouvernement bien sûr, local. parce que par exemple, bien sûr. Moi, je pensais que c'était transparent. Bref, est-ce que finalement, est-ce que vraiment on est vraiment si en retard que ça quand on voit l'étendard l'éventail de portables 5G? Il y en a pas mal sur le marché, mais la marque principale, du moins à mon cœur, va lancer dans quelques semaines ou dans quelques jours son iPhone. Est-ce que c'est pas ça qui va être le vrai 5G? Est-ce que c'est pas ça qui va être le vrai booster du marché, qu'Apple s'y mette vraiment, qui était le grand absent de ce marché? Pour conclure. Il y avait quand même beaucoup de terminaux déjà présents. Oui, mais ça manquait pas. Je sais que toi, tu adores Apple, mais non, mais il y en a quelques-uns qui sont dans mon cas. Non, mais tu vois, il y avait Oppo, Huawei, ça montre Samsung. que si Apple n'y a pas été, c'est qu'il n'y avait pas forcément une urgence absolue, quoi. Je pense qu'Apple pourra pousser à la 5G. Ça va être un booster, c'est ça que je veux dire. Pas forcément avec son nouvel iPhone, mais avec des applications, on l'a déjà vu, où ils sont assez novateurs, sur la réalité augmentée par exemple. Qui a été un énorme succès jusqu'à maintenant. Ouais. Il peut le devenir. Non, mais moi je trouve ça assez intéressant. Non, quand même, tu as des trois trucs. Quand tu dois acheter un meuble chez toi, etc., t'as pas forcément un mètre lorsque tu n'es pas forcément très bricoleur. Il y a quand même des choses. Je trouve assez intéressant. Pour ça. Qui peuvent. Non, puis pour revenir. C'est vrai, pour simuler la place de ton canapé quand t'es dans le bus, c'est vachement intéressant. Et puis, je te signale que Apple, c'est pas par choix. C'est parce qu'ils avaient un problème sur le modem 5G avec Qualcomm, qu'ils ont racheté la division Intel. Et qui sont à la bourre en fait, donc c'est pas. Excuse-moi. Non, mais c'est bien que tu rétablisses la vérité. Oui. Allez, on verra. On a une réponse dès mardi pour le live dont on refait le Mac spécial Apple Event. On espère des iPhone 5G. Effectivement, ils sont un peu en retard, mais on va voir s'ils répondent au marché. Ils sont annoncés par Orange dans les offres 5G. Oui, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Allez, en tout cas, en attendant mardi, on passe directement aux indiscrétions tech. Les indiscrétions tech, on commence avec Emmanuel. Il paraît que les espions aussi s'inquiètent de la 5G. Emmanuel, j'ai lu ça dans un excellent magazine qui s'appelle L'Express. Bon, aussi excellent que Le Point. Mais non, pas totalement. Mais pas aussi bien que le quotidien Le Figaro, n'est-ce pas Oui, en fait, effectivement, il y a eu un rapport de la délégation parlementaire au renseignement qui a auditionné les différents services de renseignement qui ont dit qu'effectivement, il y avait un petit souci sur la 5G. Un petit. Pourquoi ? Alors, il faut juste expliquer qu'aujourd'hui, il y a un système qu'on appelle les IMSI catchers qui sont utilisés par les services de l'espionnage. Donc, ça simule une antenne relais. Tous les téléphones se connectent dessus et donc on peut capter des informations, géolocalisation, qui discute avec qui, en gros, ce qu'on appelle des métadonnées autour de cet IMSI catcher. Il y en a 60 en France. 35 qui sont utilisés par la DGSI, donc le renseignement intérieur, 25, je crois, de mémoire qui sont utilisés par la DGSE et la DRM, et puis les 15 restants qui sont utilisés par les douanes. Donc en fait, tous ces services de renseignement-là, aujourd'hui, voient qu'avec la 5G, l'identifiant entre l'antenne et le téléphone n'est pas fixe, il est aléatoire, il change tout le temps, et donc l'IMSI Catcher ne pourra pas fonctionner tel quel sur ce type de technologie. Alors, de ce que j'ai compris, des solutions existent. Le problème, notamment, c'est de forcer le téléphone à se connecter à la 4G ou à la 3G.
ce qui existe déjà. Hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, si vous êtes dans un MC Catcher, il vous force à vous connecter sur la 3G, qui est une technologie, de ce que je comprends, qui est la plus merdique. Hein. Aujourd'hui, c'est un réseau qui n'est pas protégé, qui est par rapport à la 4G et la 5G. Donc si on doit en éteindre un, c'est ce que disait Elsa, ça serait vraisemblablement la 3G. Et donc il y a une possibilité, il y a des possibilités techniques, mais encore faut-il l'encadrer par la loi pour pas qu'un jour, les services de renseignement puissent être mis à défaut devant un juge. Votre administration tech, qui veut nous dire un petit mot? Vous avez du carburant, des biscuits, Cédric, Elsa, Guillaume? Pas tous en même temps. Ouais, absolument. Alors, tu sais, à chaque élection américaine, on dit what will be the October surprise, la surprise du mois d'octobre, le truc qui pourrait faire basculer une élection. Il y en a eu quelques-unes déjà. Le Covid de Trump, enfin, tu sais, on a arrêté de compter quand même dans l'ensemble. C'est-à-dire que, comme je disais sur Twitter, cette saison de West Wing, elle est terrible, quoi. Mais les gens qui écriraient ça dans le scénario, on leur dirait non, arrête, je t'en prie, c'est pas possible, quoi. On rigolait d'ailleurs en imaginant quelqu'un qui est dans un coma, qui se réveille maintenant en disant alors il s'est passé quoi en 2020? Alors, tu vois. Bon. Mais pour autant, il pourrait y avoir une surprise, c'est que le Congrès américain a sorti un rapport, tu vois, sur le monopole des GAFA, tout ça, plein de choses qu'on connaît déjà, mais avec des remèdes prescrits qui plairont pas, c'est-à-dire ils voudraient que Google vende YouTube, qu'on détricote Facebook, Instagram et du reste. Sauf que l'October Surprise, ça pourrait être que Donald Trump, allié à des procureurs généraux de nombre d'États américains, pourrait lancer une procédure antitrust contre Google. Ça aurait le mérite pour lui, évidemment, d'occuper l'espace médiatique, parce qu'en ce moment, c'est quand même pas terrible. Puis de dire, regardez, moi, je suis un mec qui agit, alors que mon adversaire, il n'est pas président, donc il ne peut que parler. Et ce qui est intéressant, c'est que faut se demander quelle est la position d'un Google ou d'un Amazon sur ce genre de choses. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères te prendre une procédure dans la gueule maintenant, où on va te demander de détacher certaines de tes activités, etc. Ou alors tu préfères attendre une éventuelle présidence Biden, où là, pour le coup, il aura tout le temps d'examiner ton dossier de très très près. Donc ce qui est amusant, c'est que Google pourra avoir intérêt à ce que bon, ça me paraît quand même très très court. On est à 3 semaines de l'élection. Dans 3 mois, Trump sera probablement, enfin on espère plus là, si le Covid l'emporte pas avant. Donc, mais c'est intéressant en termes de tactique pour ces entreprises-là de se poser la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux se faire manger maintenant ou plus tard. Bon, on va essayer de prendre un petit peu d'altitude avec Guillaume. L'IA, c'est ta grande passion, l'intelligence artificielle. On t'a donc donné carte blanche pour une chronique IA et tu as 1 minute chrono. Guillaume, de quoi veux-tu nous parler cette semaine? Tu as les top chrono. Alors je vous propose un petit voyage dans l'espace. On va aller à un peu plus de 300 000 km de la Terre et dans le temps, une année qui va nous faire rêver, 1969, on peut revivre, c'est ce que propose un scientifique qui s'appelle Niles, l'unissage de la mission Apollo, grâce à des images qui ont été des images originales qui ont été retravaillées et on a une sensation grâce en partie au machine learning. Une toute petite partie de l'intelligence artificielle de revivre ces moments. Avec une définition jamais vue en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où les deepfakes vont sans doute peut-être bouleverser l'élection américaine, eh bien on a des vidéos qui veulent nous faire revivre ce qui s'est vraiment passé. Allez, moins de 50 secondes, pareil, réussi. C'est la fin de cette 5e déjà édition dont on fait l'attaque. Merci de nous avoir suivis. Il y a une petite tradition, vous verrez, il faut attendre la fin du générique. Voilà, c'est un petit teasing. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Merci les amis d'être au rendez-vous. Merci en duplex. Elsa, tout d'abord, ça a été long, 1000 excuses. Merci, ça fut un plaisir, comme toujours. La prochaine fois, c'est moi qui viens pour les petits plats de Stéphane. Oui, c'est ça, c'est du private joke. Cédric, tu viens nous voir quand tu veux, tu te déconfines quand tu veux. Déconfiner l'info, c'est tous les jours sur LCI. Un truc présentiel, venir physiquement voir des gens. Je veux pas qu'on se fasse la bise non plus. Tu continues. Séquence promo, Cédric. Séquence promo. On déconfine l'info sur LCI. C'est mieux. Comme ça, j'ai arrêté depuis 1 mois et demi. Hein. Ah merde, je croyais que tu avais repris. Bon, c'est très pas grave. C'était ça la blague. Il faut dire aux gens d'LCI de la remettre, parce qu'elle est vraiment excellente cette émission. Vraiment, je me suis régalé, Cédric. Et les amis, on vous retrouve presque tous les jours sur le web et toutes les semaines dans les excellents magazines Le Point
et l'Express. Parfait. Allez, quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un prochain. On refait la tech. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, vous savez, on adore, et à laisser vos commentaires. Pas que des commentaires négatifs. On sait qu'on va déchaîner les patients avec cette émission, mais on essaye d'apporter notre lumière. Allez, dans un mois et à très bientôt. Au revoir. On a attendu 1 heure pour ça, c'est le meilleur moment de cette émission, c'est la blague de geek de Guillaume Gralet. En fait, c'est une question toute simple. Mais je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce que fait un gamer qui veut réduire l'empreinte carbone avec son avion? Eh ben, il Atari. Ok. Merci beaucoup, dans un mois.